Dans quelques instants, la troisième partie a des points sur les i jusqu'à 20h sur CNews. Nous recevons le docteur Maurice Berger, pédopsychiatre, psychanalyste. Il publie Faire face à la violence en France, le rapport Berger. On marque une pause et on le retrouve dans quelques instants. Vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h, la troisième partie a des points sur les i en ce dimanche soir. Merci à vous d'être avec nous sur CNews. L'invité de Yves-Henri Houffaut ce soir, c'est le docteur Maurice Berger. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste. Vous venez nous parler ce soir de faire face à la violence en France. Le rapport Berger, c'est la première fois que vous en parlez sur un média télé. Alors merci de nous réserver cette exclusivité ce soir. Docteur Maurice Berger. Yves-Henri Houffaut, pourquoi avoir fait le choix ce soir d'inviter justement Maurice Berger? Parce que c'est un grand témoin. C'est Maurice Berger, donc un pédopsychiatre qui travaille depuis 40 ans maintenant auprès des enfants les plus violents. Il est sur le terrain, il voit ce qu'il voit, si je puis dire. Il a des solutions, il n'est souvent pas entendu. C'est un pragmatique, c'est tout sauf un idéologue. Et aujourd'hui, alors que nous découvrons simplement aujourd'hui l'hyperviolence des enfants, mais qui existe depuis très longtemps, il me paraît urgent dans cet objectif que nous avons ici à vouloir tenter de trouver des solutions. Il est urgent, naturellement, d'avoir à entendre ceux qui savent. Enfin, le docteur Berger n'a peut-être pas toute la vérité, mais enfin, il sait de quoi il parle, au moins. Et donc, c'est la raison principale pour laquelle je l'ai invité. Et je le remercie d'ailleurs d'avoir choisi cette chaîne pour présenter en avant-première, si je puis dire, le rapport Berger, parce que c'est un rapport qui porte votre nom et que vous allez proposer, j'imagine, au monde politique. Mais ma question initiale était de savoir si vous acquiesciez à cette qualification que l'on entend maintenant d'un ensauvagement parlant aujourd'hui de la société et de la violence causée par les mineurs. Oui, pardon. Depuis 40 ans, je trouve que je suis de moins en moins efficace parce que la violence a changé de nature. Et le rapport Berger, c'est pas le signe d'un ego hyperdimensionné, ce nom, c'est que je suis au rapport devant les victimes. Je dois leur rendre ce rapport, c'est un devoir, parce que j'observe, il se trouve que je travaille en même temps en réadaptation fonctionnelle pour adultes. Et je vois des personnes qui présentent des blessures et des dégâts physiques extrêmement importants. Donc d'un côté, je vois les agresseurs, d'un autre côté, je vois les victimes. Je crois qu'il y a peu de personnes qui ont les deux points en même temps, et ça m'empêche de nier la réalité des agressions. Donc vous réhabilitez la victime, déjà, oui, dans votre rapport. Tout à fait. Et quel est le profil de ces agresseurs? Est-ce que ces agresseurs sont des victimes, dans le fond, de la société, comme le langage paresseux pourrait le laisser croire? Non, pas d'accord du tout. Les jeunes que je vois n'ont pas d'empathie, c'est-à-dire aucune identification à ce qu'ils font aux autres. C'est l'exemple des deux jeunes qui ont tué Alisha. Quand je demande, j'ai quand même posé la question à 140 mineurs violents, qu'est-ce que tu penses que ça a fait à la personne que tu as blessée? La réponse que j'ai à peu près systématiquement, c'est j'en ai rien à foutre. Ce qu'évidemment, ils ne vont pas dire devant le juge. Un autre aspect, c'est que ces personnes, ces mineurs, qui par ailleurs peuvent être attachants quand on les reçoit en entretien, mais n'ont plus de limite. Avant, frapper, c'était grave. Maintenant, ça n'est plus grave et tuer n'est plus grave, pour certains. Et moi, je ne sais pas faire des greffes de culpabilité. Donc il va falloir créer d'autres dispositifs. C'est le but de mon ouvrage. Je dirais aussi que ces sujets ne savent pas ce que c'est qu'obéir. C'est-à-dire, en fait, ils ont comme règle être le plus fort ou être humilié. Donc, la présence de la police, pour eux, n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas intégré de loi collective. Quand la police arrive, pour eux, ce sont essentiellement des gêneurs. Ce ne sont pas des personnes qui représentent la loi de la collectivité. Donc c'est le profil actuel inquiétant. Et quand le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit récemment « Je suis à 100 000 lieues de faire un lien entre l'insécurité et l'immigration », est-ce que c'est ce que vous voyez? Est-ce que c'est ce que vous constatez auprès de... Non, peut-être qu'il a eu besoin pour lui de dire cette phrase. Mais là où je travaille, 10% des mineurs extrêmement violents proviennent d'une famille, comme on dit, français de souche. Et les autres sont issus de l'immigration, parfois fraîchement arrivés, parfois déjà depuis plusieurs générations.
Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans le centre éducatif où je travaille, à peu près 80% des professionnels sont maghrébins, issus de l'immigration. Et eux ont intégré les valeurs de respect d'autrui et ils essayent de transmettre les valeurs de la République à des collègues qui viennent, enfin à des jeunes qui viennent des mêmes quartiers sensibles qu'eux. Donc ce que ça montre, c'est que on ne naît pas du verbe naître dans un quartier, on naît d'abord dans une famille. Et que c'est ce qui se passe dans ces familles qui va être le déterminant. Et alors si on parle tout de suite de ce qui en est de l'immigration, dans les familles dysfonctionnelles, et je viens de vous dire justement qu'on a des éducateurs de bonne qualité, dans les familles dysfonctionnelles, on a des familles patriarcales, souvent, c'est-à-dire avec une très forte inégalité homme-femme. Et les scènes de violence conjugale sont le facteur majeur à l'origine des violences des mineurs. C'est-à-dire que 80% des jeunes violents dont nous entendons parler dans les médias ont assisté à des scènes de violence conjugale dans les 2 premières années de leur vie. Et ça, c'est rentré dans leur tête tel quel, et ça ressort tel quel. Il y a des jeunes, et puis ils sont aussi frappés directement. Un jeune me dit récemment, c'était avant l'affaire de M. Paty, me dit, tu ne peux pas savoir à quel point, quand mon père me frappe, à quel point c'est violent, ça me décapite. Voilà, et après, on retrouve ça ailleurs. Et est-ce qu'il y a des raisons culturelles à cela, ou dans ces familles, est-ce que ce sont des raisons culturelles qui font qu'elles ne savent pas à éduquer leurs enfants, ou est-ce que ce sont simplement des démissions parentales, comme il pourrait y en avoir dans les familles européennes? Il y a plus. Il y a aussi une dimension clanique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'un clan? Un clan est un patriarche, et tout le monde doit penser pareil. Et c'est régi par le Code de l'honneur. Le Code de l'honneur l'emporte sur les lois de la République. Donc ça pose déjà un sacré problème. Et dans le Code de l'honneur, c'est je suis humilié ou je suis le plus fort. Ouais. Donc les conflits ne se règlent pas en disant attendez, cette place de parking, j'étais là avant. Ça se règle à je vais téléphoner, tu vas voir, mes frères vont venir. Et les frères viennent, et là, ça peut aller très très loin. Le problème, c'est que avec le regroupement familial, on a transporté, si je puis dire tel quel, des clans sur notre territoire, et les mots clan et mixité sociale sont un véritable oxymore. Alors que quand on avait un individu seul qui venait travailler, on voit très bien comment il se détachait petit à petit du clan et comment il allait vers l'assimilation. Donc c'est vrai qu'on a une grosse partie des délinquants, et puis il y a aussi des problèmes tribaux, en particulier au niveau du Sahel. C'est ce qu'a très bien décrit Nathalie Birminta, une infirmière qui a eu son fils tué justement dans une rixe comme ça, et qui explique que dans Paris, on a des frontières invisibles. C'est-à-dire que tel groupe ethnique tient tel quartier, et si un malheureux franchit une rue, tout de suite par GPS, il est repéré et il peut être tué. Ce qui amène d'ailleurs à un premier problème de prévention. La place des parents, c'est d'être dans la rue. Nathalie Birmintal dit très bien, les parents doivent voir ce qui se passe dans les groupes, dans la rue, et pas laisser les jeunes dehors. Je veux dire par là qu'on a des possibilités d'agir. On va y venir. Oui. Mon livre n'est pas un accompagnement de fin de vie de la République française. Voilà. Véronique Jacquet. Mais comment ces individus sont-ils rattrapables? Parce que le constat que vous dressez est terrifiant. Et sur le long terme et sur les années qui viennent, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Pour moi, c'est possible. C'est possible à condition de construire ce que j'appelle un plan violence. Actuellement, on fait des rustines. Attendez, le rappel à la loi, ça ne sert à rien, on le supprime. Attendez, on va remettre les peines planchées, mais c'est des peines planchées percées. Parce qu'après, il va y avoir le sursis. Le sursis, c'est un effacement pour ces jeunes. Rien ne s'est passé. Le sursis avec mise à l'épreuve, etc. Donc on a, moi je pense, des grands axes. Et ces grands axes, c'est d'abord partir des dégâts physiques commis sur la victime. C'est-à-dire l'ITT, l'incapacité temporaire de travail. Je ne sais pas si vous savez qu'actuellement, quelqu'un qui est en ITT pendant 7 jours, 7 jours, ça veut dire être incapable de faire tous les actes de la vie courante pendant 7 jours, c'est seulement une contravention. Il n'y a pas de peine de prison. Ça n'est pas un délit. Bon, quand même, 7 jours, il faut vraiment avoir été frappé. Donc on doit revaloriser pénalement le corps de la victime. Pour moi, la démocratie, c'est protéger les plus faibles des agressions des plus forts. Donc augmenter les peines. Oui, tout à fait. Le deuxième point, c'est partir du fonctionnement psychique des agresseurs. Et ça, on passe à travers. Ce sont des personnes qui n'anticipent pas
Et ce sont des personnes qui ne commencent à penser, pour beaucoup, que lorsqu'on les empêche d'agir. Elles ont une tension, elles frappent. Non. Donc, ça veut dire qu'il faut beaucoup plus de places de prison. À mon avis, 30 000. Monsieur Debar dit 40 000. Donc, 30 000, des peines courtes, dans un premier temps, qui servent d'avertissement et qui étaient enseignées à l'École nationale de la magistrature en 2002. C'est-à-dire, c'est quoi des peines courtes pour Les peines courtes, ça peut être 15 jours. 15 jours ou un mois, pas trop, pour ne pas désocialiser, mais on a l'exemple des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, les prisons sont en train de se vider à toute vitesse parce qu'il y a la certitude d'une peine. Donc les personnes savent ce qui les attend, elles ne passeront pas à travers les gouttes d'eau, mais c'est des peines courtes et avec du sursis éventuellement. Donc il faut un coup d'arrêt. Mais la prison, et des peines qui viennent juste après le délit, j'imagine, sans trop d'espace entre le délit et la sanction. Très courte. Et avec un accompagnement pendant la prison. La prison en soi, ça peut mettre toute la violence au congélateur et la personne ressort, ça sera pareil. Mais on peut faire un vrai travail en prison. Donc, or, nous avons une idéologie. Par exemple, la loi Belloubet interdit les peines de moins d'un mois de prison. C'est-à-dire qu'elle va à l'encontre des besoins des mineurs violents. Cette loi est une catastrophe. Oui, mais ces jeunes sortent de prison, ils retournent dans leur écosystème, ils retournent dans leur environnement, ils retournent dans leur ancrage familial que vous nous avez décrit comme intrinsèquement violent pour certains. Oui, sauf que déjà avoir été un petit moment en prison, sans téléphone portable, sans contact avec la famille, sans jeux vidéo, etc., et avec un psychologue et un éducateur, vous n'avez pas forcément envie de revivre ça. Ensuite, effectivement, le problème de la sortie, du suivi, montre l'immensité de la tâche à accomplir. Mais on peut aussi prendre des sanctions au niveau de la famille. Actuellement, il y a une impunité financière. La famille devrait payer une partie des dommages. Ce n'est plus le cas. C'est l'assurance civile scolaire qui paye les dommages. Je ne sais pas si vous savez ça. Et d'autre part, la famille peut aussi être pénalement sanctionnée. Donc si on touche à ce niveau, la famille sera amenée à se mobiliser. Ce sera la dernière question, Yvan Rioufal. Et comme vous faites un lien entre cette délinquance et l'immigration, avez-vous des propositions dans votre rapport sur l'immigration? Comment faire pour gérer cette immigration? Je pense qu'on doit suspendre, je dis bien suspendre, de manière temporaire, l'immigration, jusqu'à ce qu'une partie, et ce n'est qu'une partie de la population d'origine immigrée, se soit assimilée, c'est-à-dire et intégrer les lois de la République. Suspendre pendant un certain temps, alors? Suspendre pendant plusieurs années. Ouais. En même temps que je dis ça, je sais que c'est parfaitement injuste pour un certain nombre de personnes étrangères qui ont envie de venir dans notre pays, d'y apporter leur désir de travailler et qui ont envie d'être protégés par nous et qui adhèrent à nos valeurs. Mais là, on ne peut pas être à la fois juste, c'est-à-dire nous protéger, nous, et on est obligé d'être en même temps injuste par rapport à d'autres personnes. Et par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous impose malgré tout d'avoir des précautions vis-à-vis des mineurs, et on peut bien le comprendre, est-ce qu'il faut continuer à les entendre, à entendre ces préoccupations, ou est-ce qu'il faut également s'en détacher? Nous devons retrouver le contrôle de nos frontières et le contrôle de nos lois. Nos lois sont sabotées, je dirais souvent. La fermeté de nos lois est sabotée par l'Europe. Mais avant cela, il y a le Conseil constitutionnel. Ouais. En 2016, le Conseil constitutionnel indique que il est contraire au redressement moral des mineurs de les mettre en détention provisoire. Comment voulez-vous que des magistrats motivés s'en sortent? Nous privilégions les principes à la réalité de l'atteinte à l'intégrité physique. Vous êtes optimiste ou pessimiste? Moi, je suis médecin. Si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je pense que des choses sont possibles. Sinon, je ne l'aurais pas écrit. Non, moi, pas du tout. Pas pessimiste. Le livre qu'on revoit ici à l'antenne, docteur Maurice Berger, Faire face à la violence en France, le rapport Berger. Si vous voulez donc lire docteur Maurice Berger. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission Les Points sur les i jusqu'à 20h en ce dimanche soir. LPSI, le hashtag pour réagir sur les réseaux sociaux. Le replay sur le site de la chaîne cnews.fr ou sur l'application. Merci à tous. Merci, bien sûr, Yvan Rioufol. On se retrouve
retrouve dimanche prochain à 19h. Merci, bonsoir.